Alors, bonjour à tous. Ce matin, nous allons traiter avec vous un sujet très important qui est la gestion et l'évaluation des risques bancaires et assurances. Cela va être présenté par trois personnes qui sont El Rahmani Karima, Mohamedou Sofiani et moi-même, Moussavou Boissin. Alors, comme introduction, je vais commencer par le LTCM, que beaucoup d'entre vous certainement ont connu, le Long Term Capital Management, qui a été créé en 1994 par John Meriwether, qui, en son sein, avait des Scholes, qui étaient prix Nobel de mathématiques, que nous connaissons aujourd'hui avec la célèbre formule Back and School, qui avait en son sein Merton, qui lui était prix Nobel d'économie, David Merlin, qui à l'époque était le responsable de la Fed, mais 3 ans après, ce fonds d'investissement a fait faillite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su gérer et évaluer leurs risques. Donc, pour le sommaire de cette présentation, nous allons voir d'abord l'introduction, les risques des systèmes financiers, bancaires et assurances, l'évaluation des risques, gestion des risques et quelques recommandations que nous avons élaborées pour vous, les réglementations gérant les risques, les insuffisances et les solutions, puis la conclusion qui sera présentée par moi-même. Alors, en introduction, déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle de gestion de risque, le contexte général, c'est dans les assurances et les banques. Dans les assurances, nous avons deux types d'opérations que nous effectuons, soit les épargnes, soit les couvertures. Et dans chaque catégorie, il y a des risques à gérer. Parce que comme vous pouvez le constater ici, dans les épargnes, nous avons les investissements, sécurité sociale, retraite et tout ce qui va avec. Et dans les couvertures aussi, nous avons plusieurs secteurs dont il faut savoir gérer et évaluer les risques. Dans le secteur bancaire, vous connaissez bien sûr les trois catégories de banques que nous pouvons avoir, qui sont les banques de développement, banques commerciales et banques centrales. Et chaque banque aussi intervient dans un domaine bien spécifique du marché. Et là encore, il y a plusieurs risques à gérer, notamment ce que vous pouvez apercevoir ici, qui sont les activités de compte propre, le trading sur les marchés financiers et tout ce qui va avec. Alors, pour la suite, je vais passer la parole à mon collègue Mamadou Sofiani pour vous expliquer concrètement ce qu'il en est de la gestion des risques. Alors, bonsoir chers camarades, j'espère que vous allez bien. Nous allons à présent voir les risques des systèmes financiers, bancaires et assurantiels. Tout d'abord, les risques bancaires. Nous allons commencer par les risques de crédit. Alors, les risques de crédit constituent l'ensemble de risques de perte liés à la défaillance du client à l'échéance. Ce sont des risques qui occupent 80% du coût du risque bancaire, ce qui montre l'importance de bien le gérer, qui à l'échelle peut se répercuter sur l'économie et par effet contagion. Et ce risque résulte de trois facteurs. Et le risque de contrepartie, il est lié ici à la probabilité même de défaut de client à l'échéance. Le deuxième facteur, le risque d'exposition, qui est lié au problème d'évaluation des montants des engagements au moment de la défaillance. Le troisième facteur, le risque de récupération, qui est dû au problème qu'il y a pour la banque de ne pas recevoir la juste valeur de la réalisation des garanties, c'est-à-dire les actifs qui ont été donnés en gage par le client en cas de défaillance. Nous allons passer au risque de marché. Ces risques englobent l'ensemble des risques de perte qui sont liés aux évolutions des différentes composantes des instruments financiers détenus dans les portefeuilles bancaires. Ces composantes peuvent relever d'une sphère financière, quand il s'agit de variations de taux de change, par exemple, ou bien du taux d'intérêt ou de l'indice du marché. Ces composantes peuvent relever également de sphères économiques, comme nous le savons, même les agrégats macroéconomiques tels que les PIB, la balance extérieure, l'inflation affectent également les cours des actifs financiers et également les performances des entreprises correspondant au titre détenu également influent les cours. Et la troisième sphère qui influe les cours des titres détenus est la sphère politique. Même les décisions politiques
à savoir même les normes fiscales, autant pour moi, affectent également les cours des titres. Nous allons passer à la catégorie des risques opérationnels. Et ce sont des risques de perte qui sont liés même à la réalisation de l'activité bancaire. Ce sont des risques qui peuvent être causés dans la gestion de documents ou bien également dans la gestion des infrastructures bancaires. Et ces risques sont généralement causés par les employés à travers les fraudes ou bien encore les dommages causés au matériel ou encore les sabotages. Ces risques sont aussi causés par le système. Ils peuvent également résulter du système. Par exemple, quand il y a un bug informatique et également, les événements externes influent également les risques opérationnels, peuvent engendrer des pertes telles que les catastrophes naturelles ou bien environnementales ou encore des aspects juridiques. Il existe bien d'autres risques tels que le risque de liquidité et qui est lié à l'insolvabilité et plutôt à l'incapacité de la banque à pouvoir honorer ses engagements en utilisant son flux monétaire courant ou par la vente de ces actifs liquides à leur juste valeur marchande. On a également les risques stratégiques et également le risque systémique, qui est un risque qu'on ne peut pas éliminer et qui affecte l'ensemble du système financier. Nous allons à présent passer au risque assurantiel. Bon, là, nous avons catégorisé ces risques en deux. Tout d'abord, les risques financiers. Ce sont des risques ici qui sont liés à la gestion d'actifs. Donc, il s'apparente un peu au risque de marché qu'on a vu dans le cas bancaire. Parmi ces risques, on cite encore le risque de taux, le risque systématique autant pour moi, le risque de liquidité, également des pertes dues à l'utilisation de dérivés. Comme nous savons que les dérivés, tels que les options, sont trop risqués. Également des risques qu'il y a lorsque les placements effectués par l'assureur se déprécient. L'autre catégorie de risques sont les risques techniques qui s'apparentent un peu aux risques opérationnels qu'on a déjà vu dans le cas bancaire. Ce sont des risques qui affectent le passif du bilan de l'assureur et qui sont liés à l'exploitation même de l'assurance. Parmi ces risques, on cite le risque de sous-tarification. C'est un risque qui est inhérent même à l'activité d'assurance, puisque nous savons que dans l'assurance, les primes sont fixées avant même de connaître le coût des prestations que l'assureur devra réaliser en cas de survenue de sinistre. Et donc, ça peut créer une perte. C'est dû au caractère aléatoire même de l'assurance. On peut également citer une forme de ce risque qui est le risque actuariel, qui est également lié à la collecte des primes et qui est dû à l'inidentité, puisque des fois même les primes peuvent ne pas être adéquats aux risques qui sont couverts par l'assureur. Et on passe au risque de sous-provisionnement. Alors ici, il est important de définir c'est quoi déjà les provisions techniques. Ce sont des sommes mises de côté par l'assureur pour pouvoir faire face aux assurés, et également à d'autres situations exceptionnelles. Et ces provisions sont estimées en utilisant des méthodes statistiques et elles sont d'autant plus correctes si le nombre d'assurés est grand. Et ici, c'est la loi des grands nombres qui est appliquée. Et ces provisions, même étant bien calculées, peuvent des fois ne pas permettre à l'assureur d'honorer ses engagements, ce qui peut le conduire à une faillite, par exemple. On peut également citer le risque d'un mauvais management ou encore le risque de défaillance d'un partenaire. Nous allons à présent voir comment mesurer quelques-uns de ces risques que nous venons de citer. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive et nous allons juste nous limiter à quelques risques. Tout d'abord, la mesure des risques de crédit. Et ici, le comité de Bâle 2 met à la disposition des banques trois méthodes. La première est l'approche standard. Et d'après cette approche-là, les banques, cette approche stipule plutôt que et donne la possibilité aux banques de pouvoir se référer aux agences de notation
ou encore aux assureurs de crédit pour pouvoir estimer la capacité de remboursement ou bien la solvabilité des clients de la banque. L'autre méthode est l'approche par notation interne. Et dans cette approche, le comité de Bâle donne la possibilité aux banques de disposer en son sein d'un département qui est spécialisé dans la notation des clients, en estimant autant pour moi la probabilité de défaut. Et il y a aussi la méthode d'approche notation interne avancée qui se distingue par l'utilisation de techniques avancées. Voilà. Nous allons passer à la mesure des risques opérationnels. Et déjà ici, le principe de mesure de ces risques consiste à déterminer un capital réglementaire K servant à couvrir les pertes attendues, expected loss et exceptionnelles, unexpected loss, de risque opérationnel. Ici aussi, le comité de Bâle met à la disposition des banques 3 méthodes de mesure de ce risque. La première approche est l'approche par indicateur de base, qui est vraiment l'approche basique, qui stipule que le capital réglementaire de couverture est égal à un pourcentage du résultat brut moyen calculé sur les 3 dernières années. Et ce pourcentage est égal à 15%. La seconde approche est l'approche standard, qui a l'avantage de prendre en compte le type d'activité réalisée par la banque. Ces activités peuvent être classées en 8 catégories. En fonction de ces catégories-là, le pourcentage en alpha va changer. Ça peut prendre la valeur de 12%, de 15%, encore de 18%. Et la dernière approche est l'approche de mesure avancée AMA. Parmi les méthodes utilisées ici, on distingue 3. La première approche stipule que le capital K est égal à la mesure du risque opérationnel produite même par la banque. Et en se basant sur des critères quantitatifs, mais aussi qualitatifs. La seconde approche est l'approche statistique ou bien actuarielle. Et la dernière est l'approche par scénario. On évalue le capital K en utilisant plusieurs cas de figure de scénario possibles. Et sur ce tableau, on peut voir le taux alpha en fonction de différentes activités. Et quand il s'agit d'une banque de détail, par exemple, ce taux est égal à 12%, et ainsi de suite. Nous allons à présent voir comment mesurer les risques du marché. La mesure de ces risques repose sur 2 dimensions. Une dimension quantitative qui consiste à mesurer le niveau de perte attendu, et une dimension probabiliste qui estime la probabilité d'occurrence des événements générateurs de risque. Parmi les méthodes utilisées pour évaluer ces risques, on peut citer la valorisation des instruments financiers ou encore l'utilisation des lettres grecques. Ça, c'est surtout pour les options. Et ce sont des variables qui calculent la sensibilité des valeurs des options par rapport à la variation de certains paramètres, tels que le cours du sous-jacent ou encore le temps ou encore la volatilité du sous-jacent, ainsi de suite. On peut également utiliser le bêta des titres ou bien du portefeuille, et qui est une mesure de la volatilité du titre par rapport à celui du marché. Sa formule est donnée par la covariance du taux de rendement de l'actif et du marché sur la volatilité ou bien la variance du marché. On peut également calculer la sensibilité et la convexité des titres ou bien du portefeuille. Et pour rappel, la sensibilité d'un titre est la variation relative de la valeur du portefeuille ou bien du titre par rapport à une variation de 1% du taux d'intérêt. Sa formule donnée est égale à, dit que S est égal à moins la duration, bien la durée du portefeuille sur 1 plus 1. Et la dernière méthode utilisée consiste à utiliser la VAR, la valeur à risque. Pour définition, cette valeur, c'est une valeur des pertes, c'est la valeur des pertes attendues, autant pour moi, sur un horizon de temps donné et pour un certain niveau de confiance. Et cette VAR dépend de 3 paramètres: la distribution des pertes et profits, et la période de détention de l'actif ou du portefeuille d'actifs, mais aussi
du niveau de confiance qu'on se donne. Là, on va parler un peu statistiques et probabilité. Si on suppose que cette courbe en cloche représente la distribution des pertes et profits liées au titre, à la détention du titre, et si on se donne un délai de 1 jour et un niveau de confiance de 95%, la VAR serait dans ce cas la pire perte qui ne sera dépassée que dans 5% des cas. À présent, nous allons voir maintenant comment mesurer le risque de liquidité. Alors, la mesure de base utilisée ici consiste à calculer le ratio de liquidité. Et il informe sur la capacité de remboursement de la société. Et c'est vraiment la mesure de base du risque de liquidité. Et il permet également d'évaluer la solvabilité de l'entreprise sur un horizon temporel donné, généralement sur le court terme. Ça peut être là sur le mois ou bien le trimestre. Il est aussi un indicateur de la confiance qu'on peut accorder à l'entreprise. Puisque si ce ratio est grand, cela indique que c'est une entreprise qui est forte financièrement. Et dans le cas échéant, cela indique que c'est une entreprise qui a des difficultés. Et ces difficultés, si elles s'aggravent, peuvent même conduire l'entreprise à des risques de solvabilité, qui sont des risques comment dirais-je, ce sont des risques liés à l'incapacité de l'entreprise à honorer ses engagements à long terme. Et ce ratio s'étudie sur la base de plusieurs scénarios temporels et sur les horizons temporels donnés. Voilà. Et sa formule est donnée par le rapport de l'actif liquide ou bien de l'actif circulant sur le passif circulant. Je vais à présent donner la parole à notre collègue Karima pour vous montrer comment gérer quelques risques financiers et bancaires. Alors, salam alaikum. Donc, l'idée de zéro risque ou bien de risque zéro, c'est un concept qui est très très loin de la réalité. Donc, même après avoir enlevé ou bien couvert le risque principal, il va rester ou il y aura toujours un effet résiduel. Donc, à cet effet, toute banque ou compagnie d'assurance ou entreprise dans le cas général, il doit adopter une politique pour bien évidemment gérer les risques qui découlent de différentes entreprises ou bien qui découlent de son activité. Alors, pour la gestion des risques bancaires, on va commencer par la gestion de risques de crédit. Parmi les méthodes utilisées, les nouvelles méthodes, ce sont les options. Et en particulier, ce sont les options sur écart de crédit. Commençons par définir d'abord c'est quoi une option ou bien c'est quoi un écart de crédit, parce qu'il sera le sous-jacent de cette option. Bien évidemment. Donc, pour cela, on va prendre deux obligations ayant exactement la même structure, c'est-à-dire qu'ils délivrent les mêmes flux financiers. L'une, elle est émise par l'État, et donc elle est sans risque, et une autre, elle est émise par une entreprise privée, c'est-à-dire elle est risquée. Le taux de rendement exigé pour la première obligation, ou bien la différence entre les taux de rendement exigés pour la première obligation risquée et non risquée, c'est ce qu'on appelle l'écart de crédit. Revenons au principe des options sur écart de crédit. Comme j'avais déjà dit, le sous-jacent de cette option, il sera l'écart de crédit. Généralement, pour les deux obligations, on prend une obligation de référence. Il sera une obligation fictive. Notionnelle, c'est juste pour faire le calcul. Et on va prendre un taux de rendement de référence. Un benchmark qui est le taux, qui est le LIBOR, London Interbank Offered Rate. Et la différence des taux de rendement de l'obligation de référence et celui de LIBOR. Donc, le principe, c'est qu'à l'échéance, si l'écart de crédit défini au préalable il est inférieur ou donc l'écart de crédit spread, il est inférieur au quart de crédit sur le marché, et dans ce cas-là, l'acheteur il va recevoir la différence de la part du vendeur et vice-versa. Donc, même que l'obligation en question, elle n'est pas en défaut des profits. Donc, ça, c'est sur écart de crédit. Pour les contrats à terme, quand vous pouvez venir, c'est le même principe
contrat à terme de crédit ne te donne pas plutôt la possibilité d'exercer ou de ne pas exercer, les parties sont en obligation d'exercer de faire face en fait aux engagements à l'échéance, et c'est tout ce qui concerne le risque de crédit. Pour le risque, surtout en ce qui concerne le risque de taux, on va bien évidemment voir comme option ou bien comme méthode de gestion de ce risque, ce sont les options de taux d'intérêt, bien évidemment. Une option sur le droit d'acheter un montant, un emprunt, bien évidemment, ça, ce qu'on appelle un cap, ou d'en prêter ce qu'on appelle un floor, avec je vais vous expliquer c'est quoi ces termes, bien sûr avec un taux d'intérêt qui est fixé au préalable. Donc, comme pour une option normale, on distingue deux types d'options. C'est une option d'achat, ce qu'on appelle le call, et une option de vente, ce qu'on appelle le put. Pour une option de taux d'intérêt, le call, dans ce cas-là, c'est le cap. C'est un montant, c'est plutôt une option d'achat par lequel l'acheteur détermine au préalable le taux d'intérêt maximal qu'il veut payer son emprunt, bien évidemment, avec un taux qui sera fixé. Pour le floor, qui est le même principe de vente, par lequel le prêteur il détermine le taux minimal plutôt pour recevoir sur son placement. Et donc, à l'échéance, qu'est-ce qui se passe? Pour l'acheteur de l'option, de l'option COP, c'est-à-dire celui qui a anticipé une hausse des taux d'intérêt. Donc, si ce qu'il a anticipé s'est réalisé en fin de compte, donc il a gagné le pari, il va recevoir la différence entre le taux sur le marché et le taux qui est déterminé au préalable. Bien sûr, il sera positif, comme le taux il a augmenté. Et si ce n'est pas le cas, l'option il ne sera pas exercée et donc abandonnée. Pour l'option de vente, c'est-à-dire le floor, l'acheteur d'une option de floor, il anticipe plutôt une baisse. Donc, si c'est le cas, il va recevoir aussi la différence de la part du vendeur. Si ce n'est pas le cas, il sera bien sûr donné. Pour le deuxième risque, à savoir le risque de change, parmi les méthodes de gérer ce risque, ce sont les options de change. Bien sûr, le sous-jacent de cette option, il sera une paire sous-jacente ou bien une paire de devises comme l'euro USD. Et l'échange il se fait généralement, le principe en fait, c'est l'échange qui se fait entre les deux parties des deux montants dans les deux devises qui composent la paire sous-jacente. C'est comme si, bien sûr, avec un taux de change qui est déterminé au préalable fixe, qu'on appelle le taux de change strike. Donc, c'est tout ce qui concerne le risque de taux. Il y a aussi le risque opérationnel. Parmi les modérés, ce sont les processus de surveillance, en particulier les contrôles internes. Mais il faut savoir déjà c'est quoi une gestion opérationnelle. C'est un processus qui consiste à étudier l'éventualité ou la gravité potentielle des incidents défavorables comme les fraudes, les incidents et les pannes informatiques. Donc, les contrôles internes, ils correspondent à des ressources, à des procédures dont une banque dispose, ou bien qui sont utilisées par soit les banques, soit les compagnies d'assurance, les dirigeants d'une entreprise. Et tout ça, c'est pour mieux ou bien pour contrôler efficacement leurs activités. Ces contrôles, bien évidemment, il faut qu'ils soient préventifs. Ils sont conçus ou bien pour éviter les accidents en fait avant leur survenue. Il faut qu'ils soient correctifs, plutôt il faut qu'ils soient détectifs. C'est juste pour détecter les incidents défavorables lorsqu'ils surviennent en détectant les erreurs, bien évidemment. Et il faut qu'ils soient correctifs, c'est juste pour s'assurer que des mesures correctives sont prises en vue de réparer ce qui s'est passé ou bien d'éviter qu'ils se renouvellent tout simplement. Donc, c'est ça ce qui concerne les risques bancaires. Pour la gestion des risques assurantiels, comme vous avez vu avec Sofiani, on commence par le risque, ou bien parmi les risques en fait traités par Sofiani, les risques assurantiels, ce sont le risque actuariel, qui est lié aux primes collectées. On a vu aussi le risque systématique, qui provient principalement du taux d'intérêt.
avant s'il te plaît, le taux d'intérêt, fluctuation des taux d'intérêt, c'est un facteur parmi d'autres. Il y a aussi le risque de base et il y a l'inflation. Ces deux risques, ils engendrent ce qu'on appelle le désappariement actif-passif. Donc, avant de dire en fait c'est quoi le désappariement actif-passif, plutôt avant d'expliquer comment ça s'engendre, il faut savoir que chaque entreprise, dans le cas général, il cherche à ce que son actif ou bien son bilan soit équilibré. Donc, la partie active et la partie passive, il faut qu'ils soient égales. Donc, le problème, d'où il vient? Normalement, l'assureur, il collecte des primes et il les réinvestisse dans des supports, des actifs financiers qui vont servir, bien évidemment, à supporter ou bien ses engagements futurs. Le problème, c'est que quand il y a excusez-moi. Le problème, en fait, c'est que quand il y a une sorte de disparité entre les rentrées et les sorties de fonds, l'assureur, il faut qu'il réinvestisse cette rentrée de fonds positifs ou bien emprunter ou même liquider une partie de son actif pour pouvoir, bien évidemment, faire face à ses engagements futurs. Et les taux d'intérêt futurs, ils fluctuent. D'où le désappariement actif-passif. C'est le seul risque qu'on a essayé ou bien qu'on s'est intéressé de gérer, c'est parce qu'il peut même aller jusqu'à mettre en péril la solvabilité de l'assureur. Et comme solution, ce qu'on propose en fait, ou bien parmi les méthodes proposées, c'est le plain vanilla. C'est un swap de taux d'intérêt, c'est un contrat, c'est un produit dérivé en fait, qui dans les parties prenantes ou bien les parties du contrat, ce qu'on appelle les jambes variables et jambes fixes, ils se mettent d'accord dès le départ d'échanger des flux indépendamment de ce qui se passe sur le marché. Donc, avec un taux fixé, je change la partie fixe avec la partie variable et on prend bien évidemment comme taux de référence le taux Libor. Ce plain vanilla ou bien ce produit dérivé, il peut être surtout intéressant pour un assureur qui détient des actifs avec des taux d'intérêt différents de ceux qu'il offre sur ses passifs. Par exemple, un assureur donné, il peut avoir un avantage relatif à acheter des titres à revenus fixes alors qu'il offre seulement un taux d'intérêt variable sur ses passifs. Il pourrait alors prendre part à un swap de ce type, plain vanilla, qui va tout simplement transformer fixe en revenu variable. La partie réglementation, c'est le pasteur qui va vous en parler. Alors, nous allons parler maintenant sur la réglementation bancaire et assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1974, a été fondé un comité qu'on appelle le comité de Bâle. Cet comité a pour objectif de contrôler, plus ou moins d'établir la réglementation qu'on appelle le droit international de tout ce qui est banque et assurance. Et de ce comité peut découler ce qu'on appelle après le Code monétaire et financier, le CMF, dans les régions francophones, bien évidemment. Et ce Code monétaire et financier est appelé le droit bancaire. Il agit spécifiquement dans deux secteurs, qui sont le secteur des banques et le secteur des assurances. Est-ce qu'on peut avancer? Qui sont le secteur des banques et le secteur financier, donc les institutions financières en général. Voilà. Et maintenant, ce comité, ce code monétaire et financier, il agit spécifiquement dans le domaine lorsqu'il y a des incidences de paiement sur chèque, par exemple, les collectifs de placement en valeur mobilière, les services bancaires de base et aussi dans les organismes chargés de la régulation et du contrôle du secteur financier. Alors, pour avancer, dans le petit 2, nous avons les instances de contrôle de réglementation bancaire. Au Maroc, par exemple, nous avons l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Et aussi, nous avons l'autorité marocaine des marchés des capitaux. En France, par exemple, nous avons la CPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de la résolution. Et en France,
toujours dans ce pays, nous avons l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Alors, les insuffisances et les propositions. Si on peut tout afficher, nous allons constater qu'il y a 3 insuffisances que nous avons relevées. Le premier, en allant du bas vers le haut, c'est des dispositifs prudentiels incomplets ou inadaptés. Alors, quels sont ces dispositifs qui sont incomplets ou inadaptés? Le premier que nous avons souligné, c'est déjà le ratio du coq. Le ratio du coq a été fixé, bien évidemment, en 1974 et après réadapté dans le BAL 2, mais toujours, il reste insuffisant. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, comment dirais-je, les banques font de la titrisation. Ils sont obligés de transformer une partie de leurs dettes pour les commercialiser. Ce qui fait en sorte que le ratio du coq aujourd'hui ne prend plus réellement en compte les dettes aussi des banques. Pourquoi? Parce que les banques ont trouvé une astuce pour contourner cette règle. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est déjà de limiter la titrisation et aussi d'augmenter ce ratio du coq. Donc, c'est dans les propositions. Nous avons eu comme deuxièmement, c'est les règles, en fait, les règles comptables. Nous avons constaté que ce n'est pas harmonisé dans tous les États. Vous voyez, bien sûr, on va revenir par après, des trous noirs. Il y a des pays qu'on classe dans la liste grise, par exemple. Il y a ceux qui sont dans la liste noire, il y a ceux qui sont dans la liste blanche. Pourquoi? Parce que les règles ne sont pas harmonisées. C'est fixé encore par État. Vous voyez, d'où l'importance d'harmoniser les règles comptables dans les propositions que nous avons apportées. Et le troisième, c'est le champ des réglementations prudentielles. C'est quels sont les champs qui sont considérés des paradis fiscaux. Pourquoi? Parce que ces réglementations ne cadrent pas dans le comité de Bâle. Voilà. Donc, deuxième insuffisance que nous avons remarqué, c'est les défauts d'organisation du contrôle. Les défauts d'organisation du contrôle. Par exemple, et nous l'avons souligné dans les propositions, c'est déjà d'appliquer à la lettre les 25 principes du comité de Bâle. Vous voyez, déjà aussi, les auditeurs, ils ne doivent pas être connus à l'avance. Ils doivent être, bien sûr, ils seront affectés, ils vont venir, ils vont faire un déploiement, mais c'est aussi une limite, une insuffisance. C'est que lorsque les auditeurs sont connus à l'avance, il y a possibilité qu'une banque ou une institution financière les contacte en amont. Et vous voyez que ça, c'est une insuffisance que nous avons soulignée. Et comme dernière insuffisance, ce sont les trous noirs du système financier international, autant pour moi. Vous voyez, les trous noirs là, c'est quoi? C'est que, par exemple, aujourd'hui, on parle des Panama Papers. Donc, voilà, on parle des paradis fiscaux, comme j'ai dit un peu plus bas. Et tout ça là, voilà. Donc, ce que nous avons proposé, c'est de mettre en place un organe de lutte contre la corruption et le blanchiment afin de limiter ces trous noirs financiers. Donc, c'est un peu ce que nous avons essayé de collecter comme insuffisance au niveau des traités de Bâle et nous avons essayé d'apporter nos propositions. Donc, pour faire une conclusion, il faut savoir déjà qu'il y a 2 secteurs. Il y a le secteur banque et le secteur assurance. Ces secteurs sont soumis à plusieurs risques, qui sont notamment les risques de crédit, les risques de marché, les risques financiers. Nous avons les risques opérationnels et autres types de risques, sans oublier les risques techniques. Et ces risques qui sont là maintenant, on appelle ça comment? Évalués, doivent être gérés. Et pour la gestion, nous avons plusieurs méthodes de gestion des risques, dont notamment le comité de Bâle qui est là pour la réglementation, pour limiter aussi ces risques, avec des mesures telles que ce que nous avons vu, les crédits, les opérations à effectuer, aussi sous forme de gestion et réglementation. Voilà. Nous avons souligné des insuffisances que vous pouvez voir, vous pouvez mettre pause pour bien lire ce slide. Et nous avons émis des propositions.
C'est sur ce que s'achève notre exposé. Nous sommes étudiants, ingénieurs en actuariat et finance de la faculté des sciences et techniques et merci pour